Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Allez, on termine l'évolution des génomes avec cette fois les mécanismes d'évolution et de spéciation. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous venons de démontrer l'équilibre de Hardy-Weinberg. Cependant, dans la nature, les conditions nécessaires à l'équilibre de Hardy-Weinberg n'existent pas. Et on peut observer au cours des générations que les populations évoluent et que leur fréquence allélique change. Les deux grands mécanismes évolutifs responsables du changement des fréquences alléliques sont la sélection naturelle et la dérive génétique. Parfois, l'évolution d'une population est telle qu'elle se coupe de la population d'origine et une nouvelle espèce apparaît, c'est la spéciation. Intéressons-nous au mécanisme de sélection naturelle et à son influence sur l'évolution des populations. La sélection naturelle est un mécanisme qui fait que les individus d'une espèce présentant des caractères avantageux pour survivre dans un environnement donné seront ceux qui vont plus facilement se reproduire. Prenons une population vivant dans un milieu donné, prenons des individus qui présentent deux catégories de caractères. Seuls les individus possédant le caractère permettant la survie pourront se reproduire et engendrer une descendance. Ainsi, au cours du temps, nous verrons que ces individus vont représenter la majorité de la population et donc modifier les caractères de l'espèce. Il existe plusieurs mécanismes de sélection naturelle. Commençons tout d'abord par la sélection zygotique. La condition numéro 5 du modèle de Hardy-Weinberg dit qu'il doit y avoir absence de sélection zygotique, c'est-à-dire que tous les génotypes doivent avoir la même espérance de vie. Or, dans le cas de certaines maladies autosomales récessives, les individus double récessifs n'atteignent pas la période de reproduction. De ce fait, la transmission de l'allèle récessif dans la population sera moins importante, car seuls les individus hétérozygotes pourront transmettre cet allèle. On peut citer l'exemple de la mucoviscidose, maladie autosomale récessive, qui va toucher principalement les voies respiratoires et digestives. Les individus atteints de mucoviscidose possèdent une protéine transmembranaire appelée CFTR qui est altérée. En effet, elle possède une délétion de la phénylalanine en position 508. De ce fait, cette protéine transmembranaire ne joue plus son rôle de canal à ion chlorure. La difficulté, c'est que le chlore, en étant excrété dans les voies respiratoires et digestives, fluidifie le mucus produit par celle-ci. Si le chlore n'est pas excrété, le mucus va s'épaissir et encombrer les voies respiratoires et digestives. Cela provoque de multiples infections et l'on observe une espérance de vie fortement diminuée. Ainsi, pour les personnes nées en 1960, l'espérance de vie était de 9 ans. Dans les années 80-90, des traitements se sont développés pour limiter les symptômes de la mucoviscidose et l'espérance de vie est montée à 25 ans. Aujourd'hui, grâce au progrès médical, l'espérance de vie peut atteindre les 40 ans. Cependant, les individus sont très fatigués et renoncent très souvent à avoir des enfants. L'étude épidémiologique génétique de cette maladie montre qu'il existe deux allèles CFTR. L'allèle CFTR écrit en majuscule code pour une protéine normale, et l'allèle CFTR écrit en minuscule, code pour une protéine non fonctionnelle. Les études ont montré que l'allèle CFTR codant pour une protéine normale est dominant sur l'allèle CFTR codant pour une protéine non fonctionnelle. Une étude épidémiologique génétique réalisée sur 54 900 Français indique qu'il a été répertorié 4 individus homozygotes récessifs et 1639 individus hétérozygotes. Cela nous permet de donner la fréquence mesurée des différents génotypes dans cette population, à savoir pour les individus homozygotes dominants, U égale 53 257 sur 54 900. Pour la fréquence des individus hétérozygotes, c'est V égale 1639 sur 54 900. Et pour la fréquence mesurée des individus homozygotes récessifs, c'est W égale 4 sur 54 900. De ces valeurs, nous allons pouvoir tirer la fréquence des allèles dans la population. À savoir que pour l'allèle normal, nous obtenons une fréquence P égale à U plus 1 demi de V, soit une fréquence de 0,985. Grâce au modèle de Hardy-Weinberg, nous pouvons déduire la fréquence de l'allèle récessif. En sachant que P plus Q égale 1, nous pouvons donc isoler Q et Q est égal à 0,015. Grâce à ces valeurs, nous allons maintenant pouvoir déduire la probabilité d'apparition des différents génotypes dans la population. Et une fois que nous aurons obtenu pour chacun de ces génotypes sa fréquence probable d'apparition, nous allons pouvoir comparer ces valeurs avec les fréquences mesurées réelles dans la population. Et nous pouvons constater que la probabilité d'apparition du génotype homozygote dominant
correspond à peu près à la fréquence de celui-ci mesurée dans la population. Nous remarquons qu'il en est quasiment de même pour le génotype hétérozygote. La probabilité d'apparition est quasiment égale à la fréquence mesurée dans la population. Par contre, il y a dans la population beaucoup moins d'individus homozygotes récessifs qu'il ne devrait y en avoir. Et ceci s'explique par le fait que c'est une maladie autosomale récessive qui ne permet pas souvent d'atteindre la période de reproduction. Ainsi, la transmission de l'allèle récessif est beaucoup moins importante dans ce cas de maladie. Intéressons-nous maintenant à la sélection sexuelle. La condition numéro 6 du modèle de Hardy-Weinberg dit que pour que l'équilibre soit maintenu, il faut que les individus soient pareillement viables et fertiles. Ainsi, par exemple, s'il y a au moment de la reproduction une sélection pour un phénotype particulier, il y aura modification des fréquences dans la population. On peut donner comme exemple l'oiseau euplecte à longue queue. Ce passereau, commun en Afrique, subit de grandes transformations en période de reproduction. De couleur beige striée de brun noir une grande partie de l'année, le mâle devient entièrement noir à l'exception d'une tache rouge sur l'épaule. Les plumes de sa queue tombent pour laisser place à des plumes ayant jusqu'à 2 fois la longueur de son corps. La longueur des plumes est contrôlée génétiquement et il a été répertorié 2 allèles, l'allèle longue queue et l'allèle courte queue. Ce caractère, s'il présente un handicap pour le vol comme chez le paon, il est avant tout un avantage sélectif. En effet, les femelles seront d'autant plus attirées par un mâle que les plumes de sa queue seront longues. Une étude a été réalisée sur 3 populations d'euplectes qui possèdent 9 mâles répartis sur des territoires bien définis et non contigus. Ces mâles possèdent des plumes de queue de taille identique et la qualité des territoires mâles sont similaires. On constate que dans ces 3 populations, le nombre moyen de nids actifs, c'est-à-dire contenant des œufs ou des petits, est quasiment identique. Les chercheurs ont procédé à une étude un peu particulière. Ils ont sectionné les plumes des queues des mâles de la population A pour les coller aux plumes des mâles de la population C. Ils ont laissé la reproduction se faire et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que le nombre moyen de nids actifs était nettement plus important dans la population C que dans la population A. Il y avait donc bien une sélection d'un phénotype particulier par les femelles. On peut ainsi dire qu'au cours des générations, les individus possédant l'allèle conférant des plumes de queue longues vont préférentiellement se reproduire et transmettre cet allèle. Ainsi, l'allèle plume de queue longue sera prédominant dans la population par rapport à l'allèle plume de queue courte. Intéressons-nous maintenant à la sélection par la prédation. La condition numéro 3 du modèle de Hardy-Weinberg dit que le taux de mutation doit être constant et idéalement égal à 0. En effet, si une mutation apparaît, elle modifie un caractère qui peut présenter un avantage ou un désavantage sélectif et modifier ainsi la répartition de la fréquence des différents allèles dans une population. On peut citer en exemple la phalène du bouleau, un papillon de nuit commun en Europe du Nord. Ces papillons de nuit passent leur journée posés sur les troncs des bouleaux où ils se cachent des prédateurs. En effet, la forme typica dominante dans la population leur permet de se fondre sur l'écorce des bouleaux ou sur les lichens qui les recouvrent. En 1848, il a été observé pour la première fois une forme dite carbonaria. L'allèle responsable de la couleur des papillons a subi une mutation à l'origine de ce nouveau phénotype. On distingue ainsi l'allèle petit c qui donne une coloration typica claire et l'allèle grand C qui donne une coloration carbonaria, c'est-à-dire noire. Il se trouve que l'allèle petit c est récessif par rapport à l'allèle grand C. Dans les régions industrielles, la forme carbonaria est devenue prédominante dans les années 1960. La forme typica était pourtant prédominante en 1848, avant la découverte de ce premier individu noir. Dans les régions agricoles, on constate que la forme typica est en permanence la forme prédominante dans la population. Il s'est donc passé quelque chose entre ces 2 époques qui a fait que le caractère noir obtenu suite à une mutation est devenu un caractère à avantage sélectif. Cet événement est un événement anthropique, c'est la révolution industrielle. À cette époque, l'homme utilise beaucoup de charbon pour faire fonctionner ses usines. Or, cette utilisation de charbon libère de nombreuses suies dans l'atmosphère qui polluent celui-ci et les suies finissent par se déposer sur les troncs des bouleaux et les noircissent. De ce fait, les individus noirs seront avantagés par rapport aux individus clairs. En effet, en temps normal, la forme claire ne se voit pas, la forme foncée se voit, les oiseaux vont manger préférentiellement ces papillons. Mais imaginons maintenant ce tronc couvert de suie. Lui se verra, lui ne se verra pas. Lui va donc être mangé, lui va survivre, lui va se reproduire, lui va transmettre ses allèles. Voilà pourquoi nous avons une inversion des proportions des différents allèles dans la population.
Vous remarquez que la forme Typica redevient prédominante à partir de 1995 pour la simple et bonne raison qu'à partir des années 50-60, l'Angleterre cherche à lutter contre la pollution et de ce fait, on va voir progressivement les troncs des bouleaux redevenir blancs car non couverts de pollution et donc inversion des fréquences alléliques Typica et Carbonaria. Intéressons-nous maintenant à la dérive génétique et à l'évolution des populations. Une population est un ensemble d'individus de la même espèce vivant à proximité les uns des autres et se reproduisant plus fréquemment entre eux qu'avec ceux d'autres populations. Sur cette carte de France, j'ai deux espèces, ici le petit gris et ici l'escargot des haies, réparties chacune sur deux populations. L'effectif de la population étant fini, l'équilibre de Hardy-Weinberg ne peut être respecté car l'échantillonnage aléatoire des gamètes lors de la fécondation modifie les fréquences des allèles d'une génération à une autre. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Reprenons l'exemple des bonbons. Voici ici deux populations de bonbons appartenant à la même espèce de bonbons gélifiés. Dans ces deux populations, nous retrouvons les mêmes allèles, mais présents à des fréquences différentes. Dans toute population, il est statistiquement inévitable que certains allèles ne soient transmis par aucun adulte, tout comme certains allèles ne soient pas transmis, car certains individus ne se reproduiront pas. Parmi les allèles survivants, certains vont voir leur fréquence diminuer, ou au contraire, pour certains, augmenter en fonction de leur représentativité. Les effets de la dérive génétique sont d'autant plus importants que la population est petite, car les écarts observés par rapport aux fréquences alléliques y seront beaucoup plus perceptibles. Couplé à la sélection naturelle, car certains caractères peuvent ne pas présenter un avantage sélectif, la dérive génétique est un des moteurs de l'évolution de la population. Deux mécanismes peuvent être à l'origine de la dérive génétique. Cette dérive génétique peut être provoquée par la disparition brutale d'un certain nombre d'individus dans la population. Cette baisse sera à l'origine de la diminution de la diversité allélique de celle-ci. L'origine en est un événement décimateur, un aléa météorologique, une épidémie ou encore une météorite comme il y a 65 millions d'années qui a provoqué la disparition des dinosaures. L'effet fondateur est également responsable de la dérive génétique. Un effet fondateur, c'est quand une partie de la population se déplace pour fonder une nouvelle population. Ces individus, partis pour coloniser un nouveau milieu, ne vont emporter qu'un échantillon d'allèles du pool d'allèles de la population mère, et ce, de manière que l'on suppose aléatoire. La nouvelle population peut donc présenter des fréquences génotypiques fort différentes de celles de la population initiale. C'est une dérive génétique. Du fait de la transmission aléatoire des allèles, on observe alors soit une surreprésentativité d'un allèle par rapport à la population d'origine, soit une sous-représentativité d'un allèle par rapport à la population d'origine. C'est ainsi que certaines mutations peuvent être conservées. L'effet fondateur peut, s'il conduit à un isolement reproducteur, c'est-à-dire la cessation d'échange des versions géniques entre l'ensemble des individus de l'espèce, aboutir à une spéciation, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle espèce. La dérive génétique est en permanence à l'œuvre et elle peut s'observer actuellement sur les populations de lions de Tanzanie. Dans le parc du Serengeti, il y a environ 2000 individus de lions. Par le passé, il y a eu un événement de fondation de population. Certains individus ont quitté le parc du Serengeti pour coloniser l'intérieur du cratère Ngorongoro. Les deux milieux de vie sont très semblables, mais séparés par une barrière géographique que représentent les remparts du cratère. En 1962, une grave infection fit chuter brutalement l'effectif de la population des lions du cratère. Une dizaine de lions seulement survécurent. Ils se sont donc reproduits entre eux, et aujourd'hui, la population retrouve une taille actuellement d'environ 100 individus. Dans les années 90, des chercheurs ont comparé la diversité génétique entre les deux populations de lions. Ces 4 gènes existent dans les deux populations de lions étudiées. Toutefois, le nombre et la fréquence de chaque allèle de chaque gène varient. On va observer une variation du nombre d'allèles pour certains gènes, combinée de fait à une variation de leur fréquence dans la population. Ainsi, le gène 1, qui présente 3 allèles dans la population de lions du Serengeti, ne présente que 2 allèles dans la population de lions du cratère Ngorongoro. Et l'on constate que l'allèle A a une fréquence nettement plus élevée dans la population de Ngorongoro que dans la population du Serengeti. L'étude du gène 3 révèle que l'allèle S a carrément disparu de la population des lions du cratère Ngorongoro au profit de l'allèle R. Ainsi, la baisse de diversité génétique observée chez les lions du cratère Ngorongoro s'explique de 2 façons. L'infection de 1962 est à l'origine d'une baisse des effectifs de la population, et la présence d'un effectif réduit augmente le processus de dérive génétique. Vous avez du mal à comprendre et à visualiser ce qui s'est passé? Attendez. Plateau du Serengeti, cratère Ngorongoro, population de lions,
dans laquelle nous observons une majorité d'allèles A et B pour le gène 1 et une majorité d'allèles R pour le gène 3. Certains lions ont réussi à passer la barrière géographique que représentaient les bords du cratère. En supposant que ce groupe de lions, à l'origine de la nouvelle population du cratère Ngorongoro, présente une fréquence allélique identique à la population d'origine. On pourrait se dire que tout va bien, l'équilibre est respecté. Mais voilà, 1962, infection. Certains individus sont morts et donc disparaissent avec eux de la population les allèles qu'ils possédaient. On se retrouve donc ici avec l'allèle C en sous-représentativité et en supposant que lors de la reproduction, ce lion-là ne fournisse que des spermatozoïdes contenant A, à la mort de cet individu, l'allèle C va totalement disparaître de la population. Mais voilà, ces individus se reproduisent entre eux et vous voyez que l'allèle S a une faible représentativité. Il a peu de possibilités de se retrouver dans la descendance. Alors que pouvons-nous obtenir comme descendants? Eh bien, nos descendants peuvent recevoir du A ou du B et nos descendants peuvent recevoir du R, du S, mais une plus forte probabilité de recevoir du R. Donc nous aurons des descendants qui présentent préférentiellement des génotypes correspondant aux génotypes les plus représentés de la population parentale. Ainsi, au fur et à mesure des générations, comme les individus parentaux présentant encore des allèles très peu représentés vont finir par mourir de vieillesse, il y aura une très faible probabilité d'obtenir dans la descendance des individus possédant encore les allèles sous-représentés. Nous avons donc bien ici une dérive génétique. Ainsi, la population d'une centaine d'individus des lions du cratère Ngorongoro présente une diversité allélique différente de celle des lions du Serengeti. Et comme ces deux populations sont séparées par une barrière géographique, les lions ne se reproduisent qu'entre eux. Ben oui, il n'y en a pas un qui va dire « Bon, alors on est enfermé, on a une faible diversité allélique, je vais aller chercher une petite lionne ici, je vais la ramener là, je vais ramener des nouveaux allèles, et puis on va se reproduire, et puis on va retrouver un équilibre de diversité génétique comme dans la population de départ. » Non, bah non, voilà, ils vont pas passer la montagne, ils restent entre eux, ils se reproduisent entre eux. Donc forcément, cette éventualité d'apport génétique, elle n'est pas possible. Résultat, nous observons une dérive génétique de plus en plus importante. Résultat, on peut s'attendre à ce que d'ici plusieurs générations apparaisse une nouvelle espèce de lion. C'est bon? Vous avez pigé maintenant? Allez, on continue. Ainsi, vous l'avez compris, les espèces sont en perpétuelle évolution. Mais qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Avant Darwin, une espèce correspondait à l'ensemble des individus qui ressemblaient à l'individu type et qui étaient interféconds entre eux. Cela expliquait l'uniformité des individus. Toute variation était considérée comme une anomalie. En tenant compte de cette définition, cela signifiait qu'une espèce était permanente et stable. Cela signifiait donc que la biodiversité était discontinue et que les groupes ayant existé sur Terre n'ont pas de lien de parenté. Au XXe siècle, suite aux publications de Darwin, avec la pensée évolutionniste, on sait que la variabilité est le caractère essentiel du moteur de l'évolution. Elle permet d'établir une filiation entre les espèces et ainsi plus de critères sont utilisés pour définir ce qu'est une espèce. Pour définir une espèce, on utilise en premier les critères phénétiques, c'est-à-dire l'ensemble des ressemblances morphologiques. Attention, le problème est que parfois, il y a des variabilités individuelles. On utilise également les critères biologiques liés à l'interfécondité. Ils ont été introduits en 1942 par Ernst Mayr, qui a donné la définition suivante du mot espèce. C'est une population dont les individus engendrent une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. On utilise également des critères écologiques liés à l'interfécondité. On va analyser les milieux de vie des individus, mais on va également analyser leur période de reproduction. Deux populations qui se ressemblent fortement, qui pourraient se reproduire ensemble, mais qui présentent des périodes de reproduction décalées, ne pourront dans des conditions naturelles jamais se reproduire ensemble. Enfin, plus récemment, nous utilisons des critères génétiques liés à l'interfécondité. Nous pouvons analyser l'ADN et déterminer les flux de gènes entre les populations pour déterminer l'ensemble des populations appartenant à une même espèce. Ainsi, la spéciation correspond au processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment. C'est donc le résultat de la dérive génétique et de la sélection naturelle. De manière plus précise, il y a 4 modes de spéciation. La spéciation allopatrique qui se déroule quand il y a formation d'une barrière physique au sein d'une population, la divisant en 2 nouvelles populations qui vont dériver pour donner 2 nouvelles espèces. La spéciation péripatrique et parapatrique consiste en une colonisation d'une nouvelle niche. Dans la spéciation péripatrique, nous avons une nouvelle espèce qui apparaît dans une niche isolée, alors que dans la spéciation parapatrique, nous avons une nouvelle espèce qui apparaît dans une niche adjacente.
Enfin, la spéciation sympatrique résulte de l'apparition d'un polymorphisme génétique qui va provoquer à l'intérieur de la population l'isolement d'un groupe qui ne se reproduira plus avec le groupe de départ. Nous obtiendrons donc au final de nouvelles espèces. Voici un exemple de spéciation allopatrique. Aujourd'hui, en Italie, nous observons cette espèce de papillon, Xerinthia polyxena, de type Cassandra. En Grèce, et dans le nord de l'Italie jusqu'en France, nous observons l'espèce Xerinthia polyxena polyxena. En réalité, ces deux espèces de papillons descendent d'une espèce ancestrale que l'on a nommée Z. Lors de la dernière glaciation, un énorme glacier s'est mis en place sur les Alpes. Les papillons, ne pouvant résister à ces températures, se sont réfugiés dans la péninsule italienne et dans la péninsule grecque. Séparés par la mer Adriatique, ils ont chacun évolué de leur côté, jusqu'à présenter aujourd'hui des appendices reproducteurs complètement incompatibles. Ainsi, même si la glaciation s'est terminée et que ces deux espèces sont remontées vers le nord et qu'elles vivent sur des territoires contigus, elles ne peuvent s'accoupler ensemble et sont donc devenues deux espèces différentes. Voici un exemple de spéciation sympatrique dans le lac Victoria en Afrique de l'Est en Tanzanie. Dans ce lac, on observe plusieurs espèces de cyclidés. Nous allons travailler sur deux d'entre elles, Pundamilia nyerereri et Pundamilia pundamilia. Chez ces deux espèces, les femelles sont marrons. Par contre, chez Pundamilia pundamilia, les mâles sont bleus et chez Pundamilia nyerereri, les mâles sont rouges. Si l'espèce Pundamilia pundamilia vit préférentiellement entre 0 et 3 mètres de profondeur, l'espèce Pundamilia nyerereri vit aussi bien entre 0 et 6 mètres de profondeur. Cependant, on observe préférentiellement cette population entre 3 et 6 mètres de profondeur. Afin de comprendre la répartition de ces deux espèces dans le lac Victoria et de comprendre comment celles-ci se sont formées, des tests ont été réalisés dans des aquariums éclairés avec des lumières soit naturelles, soit de type orange, qui va modifier la perception des couleurs naturelles des poissons. Quand on met une femelle de type Pundamilia pundamilia dans les deux aquariums et qu'on lui présente systématiquement les deux catégories de mâles, dans l'aquarium à lumière naturelle, Pundamilia pundamilia femelle va systématiquement choisir le mâle de son espèce, alors que dans le bac à lumière orange, comme la perception des couleurs est modifiée, la femelle Pundamilia pundamilia choisira indifféremment des mâles de son espèce ou des mâles de l'autre espèce. On peut donc ici se dire qu'il y a une certaine sensibilité aux longueurs d'onde qui permettent de sélectionner le bon mâle. Le même test a été réalisé avec des femelles de l'autre espèce, Pundamilia nyerereri. En lumière naturelle, celle-ci choisit systématiquement les mâles rouges vifs correspondant au mâle de son espèce, alors qu'en lumière orange, les femelles Pundamilia nyerereri choisiront indifféremment des mâles bleus ou des mâles rouges. Une étude de leur rétine a été réalisée. Nous avons mesuré le pourcentage d'absorption de la rétine des deux espèces de cyclidés et nous constatons qu'effectivement, pour l'espèce Pundamilia pundamilia, la rétine absorbe préférentiellement dans le bleu, alors que pour l'espèce Pundamilia nyerereri, la rétine absorbe préférentiellement dans le rouge. Ainsi, si le rayonnement solaire est absorbé par l'eau, cette absorption n'est pas égale pour toutes les composantes de la lumière. Dans les eaux du lac, dans les couches supérieures, la sensibilité à la lumière bleue et à la coloration bleue est favorisée. A l'inverse, dans les couches profondes, c'est la sensibilité à la lumière rouge et à la coloration rouge qui prédomine. Ainsi, sur de nombreuses générations de sélection sexuelle, les deux populations peuvent diverger. Au fil des années, les deux sous-populations vont cesser de s'accoupler entre elles et établir à ces deux différences les conduisant à être considérées comme deux espèces différentes.